John D. Rockefeller, l'homme qui a possédé le pétrole. Cleveland, Ohio, 1872. Un homme de 33 ans convoque en secret les directeurs des chemins de fer américains dans une arrière-salle. Il n'élève pas la voix, il ne menace pas, il n'agite pas les bras. Il s'assoit, pose ses mains à plat sur la table et leur expose simplement un accord. Son entreprise, Standard Oil, transportera des volumes de pétrole si colossaux qu'elle mérite, en échange, des remises secrètes que ses concurrents n'obtiendront jamais. Des remises rétroactives. Et, détail d'une audace absolue, des remises sur chaque baril de ses rivaux aussi, qu'il pourrait ainsi surveiller à distance. Les directeurs de chemin de fer acceptent. En l'espace de 48 jours, Rockefeller rachète 22 des 26 raffineries de Cleveland. Ses adversaires appellent cela le massacre de Cleveland. 2 ans plus tard, il contrôle 90% du pétrole raffiné aux États-Unis. L'État finira par le démanteler. Les journaux le traqueront pendant des décennies. Theodore Roosevelt en fera l'ennemi public numéro 1 des trusts américains. Une journaliste du nom d'Ida Tarbell passera 4 ans de sa vie à décortiquer ses méthodes page après page dans ce qui restera l'enquête journalistique la plus redoutable de l'histoire américaine. Et pourtant, quand John D. Rockefeller mourra en 1937, à 97 ans, sa fortune, même après 40 ans de dons massifs et d'impôts, représentera encore l'équivalent de 340 milliards de dollars actuels. Soit plus que Jeff Bezos au pic de sa richesse. Voici l'histoire de l'homme le plus riche de l'histoire moderne, et ce que personne ne vous dit vraiment sur la façon dont il l'est devenu. Acte 1. L'enfant du vendeur de poudre de Perlimpinpin. Richford, New York, 8 juillet 1839. John Davison Rockefeller naît dans une famille que l'on qualifierait aujourd'hui de dysfonctionnelle. Son père, William Avery Rockefeller, est charlatan de métier, littéralement. Il sillonne les campagnes américaines dans un chariot pour vendre des remèdes miracles contre le cancer, des décoctions sans effet à des familles désespérées. La presse locale le surnomme Devil Bill. Il disparaît des semaines entières. Il mène une double vie avec une autre femme sous un autre nom. Sa mère, Eliza, est le pilier invisible. Femme de foi profonde, méthodiste stricte, elle élève seule 5 enfants avec la rigueur d'une comptable et la sévérité d'une abbesse. C'est elle qui apprend à John à tenir un registre de comptes dès l'âge de 8 ans. Chaque centime qui entre, chaque centime qui sort. Un cahier qu'il appellera son « Ledger A » et qu'il conservera toute sa vie comme une relique. De son père, John hérite 2 choses, le sens de la négociation froide et le goût du secret absolu. De sa mère, la discipline de fer et la certitude que Dieu bénit ceux qui travaillent avec méthode. Ce mélange, ruse paternelle, rigueur maternelle, foi protestante, va façonner un tempérament que personne dans l'histoire des affaires ne reproduira à cette échelle. La famille déménage plusieurs fois, au gré des fuites du père. L'instabilité force les enfants à s'adapter en permanence, à ne pas s'attacher, à ne pas compter sur demain, à faire avec ce qu'il y a aujourd'hui. John développe une capacité à fonctionner dans le calme absolu, quelles que soient les circonstances extérieures. Ses professeurs le décrivent comme un élève appliqué, jamais brillant de façon spectaculaire, mais d'une fiabilité et d'une mémoire chiffrée qui déconcertent les adultes. Il y a aussi, très tôt, cet instinct du commerce. À 10 ans, il achète des bonbons en gros et les revend à ses frères et sœurs avec marge. Il élève des dindes, note soigneusement le coût de la nourriture, le poids à l'abattage, le prix de vente. Chaque transaction dans son registre, chaque leçon mémorisée. À Cleveland, il suit des cours de comptabilité au Folsom Commercial College. Il a 16 ans. Il maîtrise en quelques semaines ce que ses camarades peinent à assimiler en plusieurs mois. À 16 ans, il cherche du travail à Cleveland pendant 6 semaines. Chaque matin, il frappe à des portes. Chaque matin, il essuie des refus. Le 26 septembre 1855, il trouve son premier poste de comptable junior dans une société de négoce, Hewitt & Tuttle. Il gagne 3,50 $ par semaine. Il en économise une partie, systématiquement, toujours. Et il décide ce jour-là de fêter cet anniversaire chaque année jusqu'à la fin de sa vie. Non pas son anniversaire de naissance, mais son anniversaire de travail. L'anniversaire du jour où il a commencé à construire. Acte 2. L'appel du pétrole noir. 1859.
l'Amérique change de siècle en accéléré. À Titusville, Pennsylvanie, Edwin Drake perce le premier puits de pétrole commercial de l'histoire américaine. Le monde ne le sait pas encore, mais cette foreuse manuelle qui descend à 21 mètres dans le sol vient de changer le destin de la planète. L'Amérique s'embrase, des milliers de chercheurs d'or noir déferlent en Pennsylvanie. Des fortunes explosent et s'évaporent en quelques mois. C'est le chaos absolu. Des raffineries construites en une nuit, des prix qui s'effondrent du simple au triple, des puits qui se tarissent sans prévenir. John D. Rockefeller observe. Il a 20 ans. Il travaille comme associé dans une petite société de négoce à Cleveland. Il voit les fortunes que ses clients font dans le pétrole. Mais il voit aussi autre chose, quelque chose que ses contemporains ne voient pas. Les raffineurs, pas les foreurs, sont ceux qui contrôlent la valeur. Trouver du pétrole, c'est de la chance. Le raffiner, c'est de la méthode. Et John D. Rockefeller ne croit pas à la chance, il croit à la méthode. En 1863, avec son associé Maurice Clark et un chimiste anglais nommé Samuel Andrews, il investit dans sa première raffinerie à Cleveland. Il a 24 ans. Ce qu'il fait ensuite est d'une efficacité brutale. Il n'essaie pas de raffiner mieux que ses concurrents. Il essaie de raffiner moins cher. Il examine chaque centième de sang dans son processus. Il fait fabriquer ses propres barils plutôt que de les acheter à des tonneliers. Il récupère les sous-produits du raffinage, la vaseline, la paraffine, les lubrifiants industriels et les revend séparément. Il intègre verticalement chaque maillon de la chaîne avant que le mot « intégration verticale » n'existe dans aucun manuel d'économie. En 1864, au plus fort de son ascension commerciale, il épouse Laura Celestia Spellman, Setty pour les proches. Elle est fille de famille abolitionniste, instruite, profondément religieuse. Elle deviendra la seule personne au monde dont Rockefeller écoutera réellement les avis. Il lui enverra des télégrammes depuis ses voyages d'affaires pour lui soumettre ses grandes décisions. Des proches témoigneront qu'il rentre chez lui chaque soir, même au plus fort de ses batailles commerciales, pour dîner avec sa famille, lire la Bible et jouer aux cartes avec ses enfants. L'homme qui écrasait des raffineurs le jour jouait aux devinettes avec ses enfants le soir. C'est peut-être la contradiction la plus dérangeante de son portrait. En 1865, les associés se déchirent sur la stratégie. Ils décident de régler la question par une enchère interne. Celui qui mise le plus haut rachète les parts des autres et devient seul maître de la raffinerie. Rockefeller monte jusqu'à 72 500 $, tout ce qu'il possède plus ce qu'il peut emprunter. Clark lâche à 72 000 $. Rockefeller remporte la mise et il ne regarde pas en arrière. Acte 3. La machine à monopole. 1870. Standard Oil of Ohio est fondé. Rockefeller a 31 ans. Son entreprise est déjà la plus grande raffinerie de Cleveland. Mais la plus grande de Cleveland ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est éliminer le chaos. Car le marché du pétrole en 1870, c'est l'anarchie pure. Des milliers de raffineurs indépendants, des prix qui varient de 50% d'un mois à l'autre, des investisseurs qui perdent tout, des travailleurs qui alternent entre opulence et misère selon le caprice du marché. Rockefeller déteste l'anarchie, pas pour des raisons morales, enfin pas seulement, pour des raisons pratiques. L'anarchie est inefficace, imprévisible et impossible à contrôler. Sa solution ? Absorber tout le monde. Il commence par les raffineurs de Cleveland. Il leur présente ses propres livres comptables. Ses coûts sont tellement inférieurs aux leurs qu'il peut leur démontrer mathématiquement qu'ils perdront à terme. Il leur offre le choix, des actions Standard Oil ou la guerre des prix. Une guerre qu'il peut financer bien plus longtemps qu'eux. La plupart choisissent les actions. Quelques-uns choisissent la guerre. Il les écrase. En 1872, les remises secrètes avec les chemins de fer verrouillent la mécanique. Standard Oil transporte son pétrole à des coûts que nul concurrent ne peut atteindre. En 48 jours, 22 des 26 raffineries de Cleveland changent de main. Ses adversaires appellent ça le massacre de Cleveland. Lui l'appelle une nécessité. Pendant toute cette période, Rockefeller ne répond pas à la presse. Quand il est convoqué devant des commissions sénatoriales, il répond avec une politesse extrême et ne dit rien. Ses réponses durent des heures sans rien révéler. Un sénateur, exaspéré après 5 heures d'audition, déclarera «
Je n'ai jamais rencontré un homme aussi habile à être aussi peu utile. Ses contemporains le décrivent comme un homme aux yeux gris pâles d'une fixité inhabituelle, dont la présence change l'atmosphère d'une pièce, non par le volume ou la puissance, mais par le silence, par la certitude tranquille que l'homme assis là a déjà calculé ce que chacun vaut et ce qu'il lui coûtera. En 1880, il est trop tard pour arrêter la mécanique. Standard Oil contrôle 90% du pétrole raffiné aux États-Unis, avec ses propres pipelines sur des milliers de kilomètres, ses propres wagons-citernes, ses propres réseaux de distribution jusqu'au dernier village américain. John D. Rockefeller a 41 ans. Il est l'homme le plus puissant d'Amérique. Personne n'avait jamais construit un monopole industriel de cette ampleur. Acte 4. Le paradoxe du démantèlement. 1911. La Cour suprême des États-Unis prononce le démantèlement. 34 sociétés distinctes, 34 héritières d'un empire que personne ne pensait pouvoir briser. Parmi elles, Standard Oil of New Jersey, qui deviendra Exxon, Standard Oil of New York, qui deviendra Mobil, Standard Oil of California, qui deviendra Chevron, Standard Oil of Indiana, qui deviendra Amoco. Et voici le paradoxe le plus ironique de l'histoire économique américaine, le démantèlement rend Rockefeller encore plus riche. En tant qu'actionnaire principal de Standard Oil, il reçoit des actions dans chacune des 34 nouvelles entités. Or, chacune de ces sociétés, désormais indépendantes, voit son cours boursier exploser. Le pétrole est en plein boom, les automobiles de Henry Ford se multiplient à un rythme exponentiel, la demande mondiale est insatiable. En 1913, 2 ans après le démantèlement censé le punir, la fortune de Rockefeller a doublé. L'État avait voulu l'affaiblir, il l'avait accidentellement rendu 2 fois plus riche. Rockefeller apprend la nouvelle en jouant au golf, son activité quotidienne depuis l'âge de 54 ans, prescrite par son médecin pour gérer un stress qui le ronge physiquement depuis les années 1890. À l'apogée de sa puissance, il avait perdu presque tous ses cheveux, souffrait d'alopécie sévère et mangeait à peine, son corps payant le prix de décennies de pression maximale. Il dit simplement à son partenaire de jeu, après avoir appris la nouvelle du doublement de sa fortune, « Bien joué », puis il reprend son swing. Acte 5. L'homme qui s'est réinventé. Mais il existe un autre Rockefeller que l'histoire retient moins bien. Celui qui, dès 1855, à 16 ans, donnait 6% de son premier salaire, 3,50 $ par semaine, à des œuvres charitables. Le registre existe, les montants sont écrits de sa main, 21 centimes par semaine quand il en gagnait 3,5 $. Au plus fort de sa puissance, il finançait des hôpitaux, des écoles pour les Noirs dans le Sud ségrégué, des missions baptistes dans le monde entier. Sa foi n'était pas une façade de relations publiques, elle précédait sa fortune de plusieurs décennies. En 1913, il fonde la Rockefeller Foundation, avec un capital de 100 millions de dollars, la plus grande dotation philanthropique de l'histoire humaine à cette date. La fondation financera la quasi-éradication de l'ankylostomiase dans le sud américain, une maladie parasitaire qui maintenait des millions de personnes dans la pauvreté et l'apathie chronique. Elle contribuera aux recherches qui mèneront à la pénicilline. Elle fondera l'Université de Chicago. Elle financera, sur le siècle suivant, des programmes de santé publique qui sauveront des centaines de millions de vies sur tous les continents. Est-ce de la culpabilité, du calcul d'image, de la foi sincère? Probablement les trois à la fois. Rockefeller était un homme de contradictions absolues. Méthodiste sincère qui chantait dans la chorale de son église chaque dimanche matin, et homme d'affaires impitoyable qui n'hésitait pas le lundi matin à écraser des familles entières pour maintenir son monopole. Il disait « Je crois que le pouvoir de faire de l'argent est un don de Dieu, et j'ai l'obligation d'en faire le plus possible, puis d'en distribuer le plus possible pour le bien de mes semblables. » On peut juger cette philosophie, on ne peut pas nier qu'il l'a appliquée avec une cohérence de 40 ans. À sa mort, en mai 1937, à 97 ans, il avait donné au total l'équivalent de plus de 500 millions de dollars de l'époque. Le médecin qui l'avait suivi pendant ces dernières décennies attestera qu'il avait adopté, à partir de la cinquantaine, une hygiène de vie quasi monacale. Sommeil régulier, alimentation légère, golf quotidien, absence totale d'alcool et de tabac.
comme si, après avoir conquis l'Amérique, il avait décidé de conquérir le temps lui-même. Il a vécu 97 ans, et jusqu'à la fin, il suivait ses comptes. Alors, qu'est-ce que l'histoire de John D. Rockefeller nous dit vraiment? Elle nous dit qu'il existe une différence fondamentale entre gagner dans un marché et redéfinir les règles de ce marché. Ses concurrents cherchaient à raffiner mieux. Rockefeller cherchait à rendre la concurrence impossible. Ce n'est pas la même ambition, ce n'est pas le même niveau de jeu. Et c'est cette distinction entre compétition et domination structurelle qui explique pourquoi sa fortune est restée incomparable pendant un siècle. Elle nous dit aussi que la discipline, appliquée avec constance pendant des décennies, produit des résultats que le talent seul n'atteindra jamais. À 16 ans, il tenait un registre de chaque centime. À 40 ans, il tenait un registre de chaque raffinerie d'Amérique. La méthode était identique, l'échelle avait changé. Et elle nous dit enfin quelque chose de plus inconfortable, que la frontière entre génie stratégique et prédation économique n'est souvent définie qu'après coup, par des lois créées précisément pour stopper ceux qui avaient su l'exploiter. Rockefeller n'a pas violé des lois, il a opéré dans des espaces que la loi n'avait pas encore imaginés. C'est pourquoi il a fallu en créer de nouvelles, le Sherman Antitrust Act, les régulations sur les chemins de fer, pour que ce qui avait été possible ne le soit plus jamais. Son héritage est ambigu, son impact est indéniable. Les entreprises nées de son démantèlement, ExxonMobil, Chevron, représentent encore aujourd'hui parmi les plus grandes capitalisations boursières de l'histoire. Et quelque part, dans une université de Chicago, dans un laboratoire médical financé par sa fondation, dans un dispensaire rural du Mississippi, l'argent de John D. Rockefeller continue de circuler. 150 ans après qu'il a tenu son premier registre de comptable à 16 ans. Un centime après l'autre.